Salut à vous, bande de petits tentacules. Bah voilà, bienvenue dans l'interview du jour où nous accueillons Aldo Tatin, donc Aldo Papacoda, qui est en fait l'auteur de pas mal de petites choses. Donc on va parler de certains que j'avoue j'ai fait une petite présélection. Et puis sinon, les grandes questions traditionnelles. Bonjour, t'es qui? Toi, le jeu de rôle, ta vie, ton œuvre, tout ça. Donc hop, bonjour Aldo. Salut Benoît, merci pour cette interview, hein. Voilà, on va essayer de faire un peu connaissance, tout simplement. Ouais, Je sais pas, tu disais c'était qui, ta vie et tout ça, quoi. ouais. On va commencer comme ça. Donc Aldo Papacoda, je suis rôliste depuis 1982. Ça commence à remonter un petit peu loin, quoi. Et puis, j'ai commencé à écrire sur des forums à la fin des années 90. Et puis, j'ai lancé mon propre site web en 99. Et puis, j'ai participé à différentes communautés, les Shadow Forums pour Shadowrun, la Voix de Rokugan pour L5A. Et j'ai essayé de faire des trucs gratuits, des PDF et tout. Et finalement, je me suis retrouvé à écrire dans du projet pro depuis 2008 à peu près. Voilà. Donc, quelque part, un peu la carrière traditionnelle par je commence comme fan, je fais de la fan Ouais, prod, et puis à ouais. un moment, je franchis le pas. Le truc que je réponds, que je dis souvent quand je parle un peu du milieu, c'est que les joueurs d'aujourd'hui, c'est dedans qu'on va trouver les auteurs de demain, quoi. C'est bête, c'est évident, mais voilà, il y a pas un seul auteur dans le milieu qui n'a pas été un joueur à un moment ou un autre, et il y en a une bonne partie qui le sont encore d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, on n'a On va toujours dire pas. que c'est une progression un peu naturelle. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'école MJ, quoi. C'est oula. Non, ni auteur, ni. Enfin voilà. Ça Et commence à venir, mais bon. ça commence à venir, ah bon? Ouais, enfin, déjà, on trouve pas mal de gens, ne serait-ce que sur YouTube, par exemple, qui proposent des trucs pour les joueurs, pour les meneurs. Et puis, on commence à avoir en France aussi, enfin, dans le milieu du jeu de rôle francophone, parce que la France, c'est pas tout. On commence à avoir aussi des gens qui font de la jeu d'horologie, hein, qui s'intéressent un petit peu, voilà, au game design, à pourquoi on fait du jeu, comment on joue ensemble, c'est quoi les objectifs que les gens cherchent, ainsi de suite. C'est vrai qu'on aurait connu des trucs comme ça il y a 15-20 ans en arrière. On aurait Bah ouais, mais il n'y pas- avait pas encore les joueurs pour faire du jeu de rôle un objet d'étude. Enfin, toi, que ça soit la socio ou le game design. Vu qu'on a Non, connu non, l'émergence on du est arrivé truc. un peu avant tout ça, enfin comme beaucoup, hein, je veux dire, on est arrivé un peu tous avant tout ça. On est la génération, on va dire 1.5. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé le jeu de rôle, à part les gens de mon âge, parce que j'ai commencé avec des copains de classe en fait, c'était assez rigolo d'ailleurs comment ça s'est enchaîné tout ça. Mais je veux dire, quand on allait dans les magasins, l'autre partie du public, c'était des gens, ils avaient 15, 20 ans de plus que nous, tu vois. Et il n'y avait pas vraiment la perméabilité entre générations qu'on peut trouver maintenant. On se lançait un petit peu tous à l'eau, comme ça, sans savoir très bien ce qu'on allait faire. On a fait pas mal de choses qu'on préfère oublier, quoi. Oui, il y avait un côté des merdes. Enfin, je comprends ce que tu veux dire quand tu parles des tutos et puis tout ce qui est le savoir qui est accumulé autour du thème jeu de rôle. Oui, on n'avait pas du tout ça avant. Non, tu avais deux articles dans des magazines. Alors, soit c'était très spécialisé, donc si tu n'étais pas un minimum au parfum, tu étais largué. Soit tu étais des trucs dans des trucs comme, je sais pas, Tintin, Spirou, des magazines comme ça, tu vois. C'était vraiment. Ouais, une fois que tu l'avais lu, ça a l'air intéressant. Et puis, on fait quoi? On Oui, sait pas. ça avançait pas beaucoup, quoi. Voilà. Alors, au niveau du. Enfin, je pense à le dire. Ouais, les gens qui voient cette interview sont pas au courant. Ça faisait un petit moment que je te courais après parce que. Voilà, ouais, rigole, je t'ai eu. Parce qu'en Ta fait, patience a été payée. ouais, je t'avais surtout repéré en fait dans. Enfin, je dis pas que tu n'es que ça, hein, je dis que moi j'ai accroché sur ton travail par cet angle, par ton côté scénariste, où tu as une Hmm. nette tendance à souvent faire des trucs pas manichéens et à la fois complexes sans être forcément tordus. Quand moi j'essaie de faire des trucs aussi compliqués que toi, ça devient franchement injouable et je fais chier mes joueurs.
Et c'est un curseur Ça qui n'est m'arrive pas de les évident faire à chier doser. aussi, hein. La plupart du temps, ils n'osent pas me le dire, mais ça m'arrive de les faire chier aussi. En plus, comme je joue en club depuis une dizaine d'années, j'ai une rotation au niveau de mes joueurs. Donc... Mais bon, ok, voilà, merci, merci d'avoir accroché à mon aspect, à ma facette scénariste, parce que c'est pas le truc sur lequel je suis le plus convaincu de mes capacités, hein. Faire du scénario, comment dire, ça reste quand même encore, même à l'heure actuelle, même si on commence à avoir des outils et de la méthodologie, ça reste un truc un peu, tu te jettes un peu dans le vide à chaque fois, quoi. Voilà. Tu arrives sur une de mes rares questions préparées. Quand je suis allé pisser Ah, avant l'interview, tu vois le niveau de préparation. Mais effectivement, putain, épargnons-nous les détails. Je me demandais, c'est quoi, dans tes techniques scénaristiques, est-ce que tu as une idée qui t'accroche, puis après tu développes un peu ça, puis à un moment tu te dis, bon, faut que ce soit intéressant pour les joueurs, ou est-ce que justement tu prends une idée, tu la passes à une méthodo, tu pars d'une méthodo, tu bosses comment? Enfin, si tu as une méthode. Enfin, si c'est pas une méthode, mais je veux dire, j'ai des habitudes, hein. Après, j'ai jamais eu l'impression d'être particulièrement original en tant qu'auteur de jeux de rôle et en tant que scénariste de jeux de rôle, hein, je veux dire. Donc, je sais pas ce que c'est être un bon auteur de jeux de rôle. Je sais comment être mauvais parce que ça m'arrive encore de l'être, et puis ça m'arrivera. Mais être bon, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, il y a un degré de qualité qui reste très subjectif et sur lequel bon, enfin, voilà, c'est une discussion de toute façon. Mais si tu veux, en général, je marche par des situations, des scènes, enfin voilà, des moments que je veux induire, et puis très souvent des PNJ. Ah bah, Et une fois que j'ai ça, je t'arrête parce que tu me tends la perche de ce que je ah, trépignais. Je suis d'accord avec toi, l'originalité, c'est pas forcément dans ta structure scénaristique, c'est pas hmm, forcément là où tu brilles le plus. Là où je trouve que tu brilles le plus, c'est la construction des PNJ, à la fois dans leur ouverture puis dans leur réaction logique. Quand on lit tes PNJ, en fait, à certains moments, enfin toi, même la trame que tu as préparée, on s'en fout un peu tellement ça peut bien marcher en termes de bac à sable. Tu as oui, c'est souvent des possible. PNJ bien équilibrés. Alors, en termes de trame, bon, ça peut m'arriver de faire des trucs assez classiques avec scène, bon voilà, enchaînement, tout ça, mais je préfère l'approche bac à sable bien alimentée, c'est-à-dire que je sais que beaucoup de meneurs de jeu, qui soient débutants ou plus expérimentés, leur problème, en tout cas leur questionnement régulier, c'est qu'est-ce qu'ils vont me faire encore? Et moi, je pars du principe que mon premier boulot quand j'écris du scénar, c'est d'envisager les trucs les plus vraisemblables, hein, parce que bon, on n'arrivera pas à tout envisager, et les suites logiques que ça peut avoir. Et du coup, les réactions de mes PNJ sont aussi calées par rapport à ça, et les conséquences des actions, des inactions des joueurs. Voilà. Donc, si tu veux, moi, j'ai tendance à croire, par expérience, maintenant, c'est une expérience qui a ses limites, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai tendance à croire que si on connaît bien son contexte, son background, on rebondit plus facilement sur les décisions que prennent les joueurs, y compris quand ils veulent partir complètement à l'ouest. Et puis, ben, on arrive avec une idée de scénar et au final, on en fait une autre, mais ils ne voient pas forcément, eux, la différence. Et quand tu arrives à faire illusion à ce point-là, et tu n'as pas besoin d'être un meneur de jeu super expérimenté avec des décades derrière toi, parce que moi, l'expérience me montre régulièrement que j'ai beau avoir toute cette expérience-là, eh ben, des fois, tu es tout seul en race campagne cul nu, on va dire, hein, voilà. Mais en même temps, oui, quand tu arrives à donner ce rendu-là à tes joueurs, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement passés à côté de ton scénar et qu'ils ont fait autre chose, mais ça marche bien. Tu t'amuses, ils s'amusent, tout le monde s'amuse, donc on continue. Voilà. Parce que meneur de jeu, avant tout, c'est être illusionniste, en fait. Alors, deux questions, tu prends celle que tu veux, hein. Tu parlais tout à l'heure des scènes, et du coup, c'était pour toi questionner Mm. le. Enfin, voilà, est-ce que tu pars d'une scène de fin, enfin, qu'est-ce que tu entends par scène? Et puis l'autre truc, c'est pour rebondir d'un vieux débat qui est enterré depuis belle lurette, mais oui, à l'époque où ça parlait d'impro, je suis assez d'accord que improviser, c'est simple à partir du moment où tu as maîtrisé ton univers avant. Enfin, il y a Moi, il me semble. beaucoup d'années où j'ai joué sans préparer mes scénars, parce que je connaissais mes joueurs, et puis on Mm. était dans des mondes qu'on maîtrisait bien.
les PNJ, on utilisait des PNJ déjà construits ou des PNJ officiels. Enfin, toi, ça roulait vraiment facilement. Des trucs comme Shadowrun, Nephilim. Oui. Donc bah voilà, non, mais c'était pour te faire rebondir dessus si tu avais quelque chose à rebondir. Sinon, la question Non, pourrait peut-être être bah, trop longue, hein. Je suis pas très concis comme mec. le- et on pourrait faire le lien en fait, si tu veux, avec ce que tu viens de dire, et puis tout le côté impro, et puis le côté construction de scénario. Et tu parlais de scène. Alors, en fait, si tu veux, moi, je marche beaucoup à tiens, j'aimerais caser ce genre de séquence-là quelque part. Donc, soit je fais un scénario autour, soit elle déboule dans un scénario où je me dis, bah tiens, je savais pas quoi en faire. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce truc-là. Je peux le mettre dans ce scénario-là, ça va faire nickel. J'emboîte des choses en fait. Je fais un peu comme certains cuisiniers, si tu veux. Je regarde pas trop la recette. J'ai des ingrédients dans mon placard, il y en a qui me parlent et je me dis bon, on va essayer comme ça, quoi. Voilà. Je fais de l'assemblage. Mais bah, je sais par exemple que tu avais lu, puisque j'ai participé dessus à l'Empire des Cerisiers, tu avais lu le diptyque de scénario que j'ai écrit. Et l'idée de base, en fait, elle était simple, hein, je fais un truc avec des gosses, et puis je fais un truc avec ces mêmes gosses devenus adultes. Et je veux que le truc d'adulte, ce soit la conséquence de ce qu'ils ont fait quand ils étaient gosses, donc il leur faut un truc qui les ait rassemblés quand ils étaient gosses. Voilà. On n'en dit pas plus pour les gens qui pourraient être intéressés par ces scénarios-là, mais c'est l'idée, si tu veux. Et à Ah non, je partir de parle pas, je vais ça, spoiler dans tous les sens. J'ai du mal à parler des scénars sans spoiler, donc c'est bien. Quand t'es l'auteur, t'es responsable de ton propre spoil, ça m'arrange parfaitement. Je te non, laisse trop expliquer. tard. Tu as fait le job à ma place, donc c'est bon. Je n'ai pas à le faire. Ouais, c'est vrai que je spoil peut-être un peu. Mais oui, oui, enfin, non, putain, je ne parle pas de scénar. Parce que, tu vois, sinon on est obligé de parler de ce qui leur arrive quand ils sont petits, qui fait que ça les unit. Le fait que le problème. T'as même ça. Est-ce que c'est du spoil si j'ai le droit de dire qu'il y a une forme de persistance du problème qui fait que les personnages reviennent? Non, c'est pas du spoil, puisque, enfin, moi, j'ai tendance à être très branché au niveau construction scénaristique sur les causes et les conséquences. Hmm. Donc, effectivement, quand tu fais un diptyque de scénar, ben, avec les mêmes personnages, c'est obligé qu'il y ait des liens entre les deux scénarios. Je veux dire, tu dis pas, enfin voilà, c'est pas, on n'est pas dans les vieux formats de séries télé où tu fais du serial où chaque épisode on reprend les mêmes, mais les histoires elles ont rien à voir les unes avec les autres. Non, non, clairement. C'est voilà, tu as des gamins, puis après tu as des adultes qui se retrouvent après un certain nombre d'années de séparation et ils découvrent qu'il y a un truc sur le feu qui est toujours là. Et ils ont l'opportunité de le régler une fois pour toutes. Voilà. Et du coup, ça m'a fait penser à plein de choses. Non, mais toi, par exemple, le fait qu'on soit pas tous d'accord sur ce qui s'appelle une campagne. Pour Hmm. certains, un scénar où tu vas avoir un PNJ qui t'envoie au prochain, et puis des scénars qui s'allument comme ça, c'est déjà une campagne. À mon sens, absolument pas. Il y a vraiment besoin d'un fil rouge. Et justement, dans ton scénar, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas on a une première partie de scénar et puis les personnages deviennent copains parce que on va Mhm. aller arrêter la bande de gobelins qui est à droite. Et puis le fil conducteur, c'est pas on est resté au même village et un nouveau problème arrive. C'est Bah, ça marche aussi dans ces cas-là, hein. Ça marche aussi. Maintenant, tiens, j'ai l'impression qu'il y a du lag là. Benoît? Hmm. ah, je me suis fait déconnecter la gueule. Ah, c'est Ah. cool, c'est une enregistrée. Ah, la frayeur. Donc oui, effectivement, ce que les personnages vont rencontrer quand ils sont enfants, Hmm. ils le retrouvent plus tard et c'est la même problématique de fond Ouais. qui va de l'un à l'autre. Et ça te semble rien et puis évident, mais par exemple, c'est un des, pour parler, bah tiens, d'une boîte qui t'emploie, le dernier Witcher qui est trad par justement Arkham Asylum, je l'ai trouvé Mhm. très bon, mais enfin, toi, il a un côté très pédagogique. Je trouve qu'il est bien pour justement le public que peut attirer Witcher parce que il y a à Ouais. la fois des petits côtés nouveaux et sympas, puis à la fois un côté, voilà, si tu as un vieux de la bouteille, les structures de fond, tu auras beaucoup vécu, machin. Et le seul point faible, c'est qu'on appelle ça une campagne, alors qu'en fait, à mon sens, c'est juste, il y a des scénars, puis à chaque fois, tu as un PNJ à la fin d'un scénar qui t'envoie au scénar prochain. Et toi, c'est même pas. Enfin, c'est le dernier que j'ai en tête, toi qui utilise ça, mais
c'est un terme qu'on n'est pas tous d'accord. Et Mmh. une vieille vidéo, Rollis TV, il définissait juste. Ah putain, pardon, je t'ai coupé. Non, mais vas-y, quoi. Non, non, mais vas-y, continue. Je sais déjà ce que je vais dire ensuite, Ouais, mais ouais. selon ce que toi tu vas apporter, je peux changer de trajectoire. Bah, il Donc me semble vas-y, me termine. souvenir, par exemple, Mathieu, il expliquait dans une vieille vidéo c'est quoi une campagne, que pour Mmh. lui, une campagne, c'est juste une succession d'aventures et il suffit qu'il y ait les mêmes personnages tout le long et ça peut déjà s'appeler pour lui une campagne. Alors oui, mais on va revenir à une vieille conception. En fait, il y a, comme l'ont mis en évidence des gens qui s'intéressent justement à la jeu de rôlologie, tu as deux approches un petit peu dans le jeu de rôle qui rappellent beaucoup les approches de la série télé. Mm. Et dans la série télé, ben, tu as deux grands modes. Hein. Tu as ce qu'on appelle le procédural et le serial. Le procédural, grosso modo, c'est je commence mon histoire en début d'épisode, elle est terminée à la fin de l'épisode. Et puis l'épisode suivant, j'ai les mêmes personnages, mais c'est une autre histoire. Je peux avoir des arcs, hein, je peux avoir des trucs qui se renvoient les uns aux autres, ou la saison d'après, je peux refaire venir un personnage de la saison d'avant qui était juste de passage. Mais l'idée, c'est ça, c'est que chaque histoire c'est une continuité dans le temps, c'est un épisode ou deux à la limite, mais voilà, c'est une unité de temps et puis c'est terminé. Et l'autre démarche qu'on appelle donc le serial, c'est au contraire, on construit des arcs narratifs, un ou plusieurs. Hein, les personnages évoluent par rapport à l'histoire et l'histoire évolue par rapport aux personnages. Donc les deux sont plus imbriqués l'un dans l'autre. Les deux façons de faire, je veux dire serial ou procédural, se valent. Et puis je veux dire, c'est des définitions. Il y a des degrés de mélange entre les deux. Hein, c'est pas non plus des. Faut pas les Oui, on classer n'est en pas en train de opposition l'un dire à c'est l'autre. quoi Quoi. la bonne et la mauvaise Deux pratique. façons de faire distinctes. Hmm. Pendant que tu expliquais que c'était deux manières bien distinctes, je disais bien oui, on n'est pas en train de dire il y a une bonne puis une mauvaise. Hein. Non. Je trouve qu'il n'y a pas de bon terme qu'on a inventé pour désigner les deux en jeu de rôle, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait de bonnes façons de faire du jeu de rôle ou de mauvaises. Qu'on parle de construction de scénarios, de conception de campagne, de système de règles, de voilà. Il y a des minimums, je dirais, vitaux à pas négliger. Bon, le premier, c'est avec qui on joue et comment ça se passe, puisque le but, c'est que ça se passe bien pour tout le monde quand même. Je veux dire, le plus important dans le jeu de rôle, c'est les joueurs, tous les joueurs, hein, joueurs, meneurs, bon, ainsi de suite. Tu m'embêtes, tu viens de me tirer le truc que je veux dire non, pas d'accord. Ça, c'est bête, mais pendant longtemps, j'ai ignoré. Enfin, ah putain, comment dire? Il a fallu que je lise Feng Shui pour me dire, mais si, en fait, réussir dans une partie de jeu de rôle, c'est tout à fait possible, ça existe, on peut gagner, et c'est juste, on sait tous s'amuser. Tout le reste, c'est des conneries. Oui, tout à fait. Et quand tu demandes à des joueurs par la suite, je sais pas, un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, tu te rappelles cette séance ou tu te rappelles cette campagne, c'était quoi les trucs qui t'ont le plus marqué? Et ben, quand tu es meneur, tu te rends compte que c'est pas forcément ceux auxquels toi tu as attaché le plus d'attention. Les joueurs, et puis c'est pareil quand je suis joueur, hein, je veux dire, des fois, le truc le plus mémorable, c'est le jet de dés qu'il fallait pas faire au moment où il fallait pas le faire, ou la décision complètement lourdingue du type où toute la table regarde, mais dit, tu fais n'importe quoi, mais il le fait quand même. Voilà, il y a ce genre de choses là aussi qui, bon, ben, derrière, on va dire que l'histoire, à la limite, même le background et le système sont presque secondaires, quoi. C'est l'immersion dans ce moment-là qui fait le souvenir et qui fait un moment mémorable. Et en même temps, quand tu construis des histoires, il y a quand même ce côté, quand tu es joueur, qui est stimulant en tout cas pour pas mal de joueurs, c'est de se dire, OK, j'ai compris ce qui se passe, ou OK, on a fait la différence, en fait. On a agi et parce qu'on a agi, même si on n'a pas forcément tout compris ou même si on s'est foiré, ça fait une différence et la suite, elle ne sera pas la même. Et ça, c'est pas mal, à mon avis. Oui, on arrive aussi bien à marquer enfin, quelque part par le prévu, par le travail qu'apporte le MJ et tout le truc qu'il a construit, que enfin, par les aléatoires du jet de dés ou l'imprévu des joueurs, qui a un côté très indépendant du jeu auquel tu joues, en fait. Le Oui, fumble marrant, il peut arriver n'importe où. Enfin, ouais, c'est oui, vraiment. tu as les dynamiques de groupe au sein des joueurs, et puis par rapport à toi en tant que meneur aussi, quoi. Il y a des joueurs, quand tu commences à les connaître, bon, tu t'attends à certaines choses, et eux, c'est pareil, ils guettent certains trucs parce qu'ils savent que tu as tes petites manies,
Et puis de temps en temps, d'un côté comme de l'autre, on arrive à créer la surprise, en bien ou enfin, voilà quoi, c'est plus ou moins agréable sur le moment, on va dire, mais c'est de la surprise. Vu que tu joues en club, tu as souvent dû avoir cette expérience. Hmm. Tu trouves ça plus simple de jouer avec des joueurs que tu connais par cœur ou des nouveaux joueurs? Les deux, en fait. Parce que si tu veux, comme je disais, moi j'ai commencé en 82 et habitant dans une grande ville, j'ai eu la chance, contrairement à pas mal des gens qui ont commencé avec moi, déjà je voulais pas arrêter. Et puis j'ai réussi à faire en sorte soit de rebondir vers d'autres groupes, soit des gens que je connaissais m'ont amené dans d'autres groupes. Donc j'ai jamais arrêté, j'ai changé pas mal de partenaires parce que les hasards de la vie, ainsi de suite, les gens, voilà, se dispersent, se retrouvent avec des Ah obligations bon. professionnelles ou familiales, enfin bon, life RPG quoi. Et si tu veux, ben ça fait quoi? Ça va faire bientôt 40 ans que je fais du jeu de rôle en fait. Ça va faire 40 ans cette année que je fais du jeu de rôle. Et sur ces 40 ans, j'en ai passé, on va dire, allez, 28 à jouer quasiment tout le temps avec des groupes restreints où on joue ensemble pendant 3, 4, 5, 6 ans. Des fois, le groupe éclatait, puis tu retrouvais l'un des autres, ou c'est lui qui t'emmenait dans un autre groupe, et ainsi de suite. Il y a des gens, on a joué ensemble pendant 12 ou 15 ans sur 3 groupes différents, tu vois, par exemple. Là, le fait que je sois en club, en fait, ben, j'essaye chaque fois que je lance un nouveau truc, moi je marche beaucoup en campagne, ben, de prendre des gens avec lesquels j'aime bien jouer, et puis de prendre des gens avec lesquels ben, j'ai jamais joué ou je connais pas du tout. Parce que le but d'un club, c'est aussi de faire en sorte que tous les gens puissent avoir le maximum d'offres possibles, on va dire. Voilà. Et j'aime bien les deux, pour des raisons différentes, mais j'aime bien les deux. Tu as un polygame ludique. Voilà. Ouais, si tu veux, ouais. On peut dire ça comme ça. Au moment où tu parlais du nombre de partenaires, c'est pour ça que j'ai rigolé. Je me dirais, il y a des conneries à dire. Pardon. Ouais, ouais, bon, admettons. Honnêtement, moi, je trouve ça énormément plus difficile de faire jouer des nouveaux joueurs. C'est, ça, j'ai pas souvent été en club ou Hmm. et du coup, ça m'arrive, enfin, comme tout le monde, de changer de joueur. Mais là, tu as le temps de te réadapter ou de découvrir un groupe de joueurs. Mais toi, ce côté club tu viens, puis tu as tout le temps des gens différents à la table, et puis c'est mélangé, puis c'est. Je Alors, trouve ça chaud. comme je disais, moi, comme j'aime faire des campagnes, alors c'est souvent des campagnes, bon maintenant, parce qu'il y a une rotation au niveau des clubs, tu sais, puis t'as pas mal de joueurs, c'est des étudiants par exemple, donc bah, tu sais pas forcément s'ils seront là l'année prochaine ou celle d'ensuite. Donc je fais plutôt des campagnes sur 1 ou 2 ans, alors qu'avant, c'était des trucs de 4, 5 ans en moyenne. Et donc je vois pas tant de nouveaux gens que ça, dans le sens où je maîtrise maintenant qu'une campagne à la fois. Quand je suis dans une campagne, bon, ben, je vais voir les mêmes joueurs pendant 9 mois, 12 mois, 15 mois, 18 mois, on va dire. Et puis après, je jouerai avec d'autres personnes. Et à quelle fréquence? Ben, écoute, on va dire à peu près une fois tous les 15 jours, grosso modo. Ok. Voilà. C'est une question qui. Enfin, je sais pas. Voilà, question spontanée sans forcément beaucoup d'intérêt. Mais ouais, je trouve une campagne, c'est dur de. Enfin, la question de la fréquence pour une campagne au long cours, je trouve que c'est super important parce que pour pas qu'elle s'essouffle, pour pas qu'il y ait ou de saturation, enfin, de ma propre expérience, je trouve qu'15 jours, c'est le bon rythme. Les gens ont pas, ils sont pas enfermés que là-dedans, mais il y a assez de parties régulières pour qu'ils puissent accrocher et puis qu'il y ait un développement. Ben, si tu veux, il y a toujours, bon, tu as l'effet entonnoir, hein, c'est-à-dire plus on reste dans notre petit groupe à jouer tout le temps à la même chose et plus on finit par effectivement courir le risque que ça se délite ou que ça tourne en rond. En même temps, c'est bien aussi qu'il y ait une certaine régularité parce que, surtout si tu veux poser une campagne où il y a un minimum de conséquences où les décisions de l'importance, bah, c'est bien quand les joueurs, justement, sont pas obligés de compulser des montagnes de notes pour se rappeler ce qu'ils ont fait il y a 2 mois, tu vois. Voilà. Voire davantage, puisque j'ai connu des gens qui jouaient à une fréquence, c'était 3, 4 fois par an, donc, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense que la régularité, c'est important. Maintenant, ouais, enfin, moi, 15 jours, ça me plaît bien parce que ben, ça permet aussi d'alterner avec d'autres choses. Et puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui enquillent des fois 3, 4 campagnes en tant que joueur en même temps. Donc, il leur faut aussi du temps pour arriver à caser tout ça, quoi. Surtout quand ils bossent ou qu'ils étudient à côté, faut équilibrer. Faut être célibataire.
Bah, ça aide. Sauf si ton copain ou ta copine ou voilà est aussi rôliste, mais ça pose d'autres problèmes logistiques, on va dire, dès que commence à y avoir des histoires d'enfants au milieu, quoi. Moi, j'ai connu plein de potes qui, voilà, et pendant quelques années, ça a été le boulot ou la famille. Et puis c'est quand les enfants commencent à grandir qu'ils sont revenus au jeu de rôle. Ce qui est un peu logique aussi. Enfin, je veux dire, on n'apprend rien, hein. C'est pas spécifique à notre loisir à nous. Tu as plein d'autres activités où, quand tu commences à avoir une vie professionnelle, une vie de famille, forcément, tu es obligé de gérer tes C'est priorités. vachement. Et voilà. Hmm. Non, mais tu restreins vachement tes activités. C'est absolument pas propre au jeu de rôle. Non, tout à fait, tout à fait. Chez nous, ça fait juste le côté, la réémergence de voilà, tous ceux qui étaient partis pour faire Oui. travail papa, maman, Bah, si tu etc. veux, voilà, il y a des gens, on s'est croisés il y a presque, ouais, il y a 30 ans à la fac, et puis on s'est retrouvés il y a 4 5 ans sur un salon, voilà, par exemple. Tu vois, ça fait tout drôle. Ouais, Les deux côtés, hein, je veux dire. Et puis t'en as qui ont voilà. repris, t'en as qui sont juste passés dire bonjour, et puis t'en as, c'est leur môme qui s'y sont mis, et du coup, t'as la génération d'avant qui essaie de transmettre le flambeau en ressortant nos vieilleries, où les gamins ils te regardent de genre, ok, c'est des jeux de rôle. Voilà. Vous jouez à ça? Ouais. Euh, Non, c'est rigolo aussi. Puis tu vois, je veux dire, le fait déjà d'être en club, par exemple, ben, je suis l'un des plus âgés du club à l'heure actuelle. Et la moyenne d'âge des joueurs, je prends le groupe en ce moment, je fais du D&D tout simplement. Et le groupe avec lequel je suis, en moyenne, ils ont allez, en moyenne, ils ont 25 ans de moins que moi. Voilà, j'ai l'âge d'être leur père en fait. Et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que tu retrouves des trucs que toi, t'as laissé tomber depuis longtemps parce que tu t'es concentré sur d'autres choses. Tu as des réflexes que tu n'oserais plus avoir à l'heure actuelle parce que tu as trop de bouteilles aussi. C'est ça qui est intéressant de jouer aussi avec des gens un peu différents et divers, c'est que tu évites de t'encrouter dans tes habitudes. C'est pas que ce soit une mauvaise chose en soi, c'est sympa, hein, mais je veux dire, moi, je suis auteur de jeux de rôle aussi. C'est bien quand tu es un concepteur, quelque part, de te rafraîchir un peu la tête et de pas toujours faire les mêmes trucs, quoi. oui, Donc, ça c'est permet intéressant. d'évoluer. Non, mais c'est pas, j'allais juste mettre des synonymes à ce que tu as dit, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, pas paraphraser avec des synonymes. Donc, du coup, hop, on a parlé un petit peu. Oui, on en a parlé de quantique. Non, on n'a pas parlé de quantique. Oui, on a parlé à peine de l'Empire des Cerisiers, parce que c'est pareil, là, tu fais, oh, mon scénario, machin. Mais maintenant, tu bosses un petit peu plus sur l'Empire des Cerisiers, il me semble. Alors, en fait, c'est particulier, l'Empire des Cerisiers. Olivier, donc Olivier Sanfilippo, AKE, pour ceux qui le connaissent sous ce pseudonyme-là, c'est un ami de longue date, je veux dire. En fait, on s'est rencontrés par le biais de la Voix de Rokugan, donc la grosse communauté francophone de L5A, de la légende des Cinq Anneaux. Et puis, quand on a fait connaissance, bon, il appréciait les trucs que je balançais, moi, dans les forums et sur mon site perso. Et il avait un gros projet d'écriture qu'il avait commencé, qui était Sundamizumura, donc la capitale du clan du crabe, que la Voix de Rokugan, en tant qu'association, a pu obtenir auprès des ayants droit d'L5A. Enfin, on a pu obtenir le droit de l'éditer, à condition qu'on ne gagne rien dessus, évidemment. Donc c'est un ensemble de 3 livres qui est encore disponible. Bon, faut le chercher, hein, c'était un tirage réduit, mais voilà. Et ça, si tu veux, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Olivier, qui m'a refilé tout ce qu'il avait commencé à écrire et qui m'a dit, bon, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, t'en prive pas. Et je m'en suis pas privé. Donc, si tu veux, on s'est vite rendu compte qu'on travaillait bien ensemble. Et du coup, on s'est retrouvés dans différents trucs. Et puis, Olivier, quand il s'est lancé dans l'Empire des Cerisiers, qui est vraiment son bébé, et c'est un très très beau bébé, quoi. Bon, lui, il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit, si tu as des dispos, tu files un coup de main, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai toujours été dans l'ombre derrière. Maintenant, on va pas non plus s'en raconter. C'est le jeu d'Olivier. Voilà. Oui, oui.
Et du coup, parce que justement sur les yeux, avec ambiance de un peu à beaucoup asiatique, Hmm. on a Soleil défunt, bon, bah là, c'est beaucoup, beaucoup. Et puis, Chiaroscuro, il y a aussi un peu de ça. Un petit peu. Bah, oui, il y a un peu de mystique, on va dire asiatisante, oui, bah, j'aime bien. Donc, c'était sympa. Après, Chiaroscuro, c'est un peu le truc où je me suis fait plaisir, si tu veux. Parce que j'avais travaillé pendant quelques années sur les ondes d'Estérène, qui est un gros, gros projet, mais qui a connu beaucoup de difficultés parce que, bah, en fait, tous les gens qui se sont lancés dedans, on était des noobs, quoi. C'était notre premier truc sérieux et toutes les broudes qu'on peut faire quand on conçoit un jeu de rôle, on est passé dessus, quoi. Et plusieurs fois pour certains. Donc ça a été un truc où bah, je pense que les gens qui ont pas lâché en cours de route ont appris beaucoup à travers ce projet-là. Et quand je suis sorti des Ombres d'Estérène, je me suis dit, je vais vraiment me faire plaisir, quoi. J'avais envie de faire un truc où, voilà. Et donc, Chiaroscuro, ça a été ça. Ça a été beaucoup de travail, puisqu'en fait, bon, j'ai une petite équipe qui m'a aidé au niveau illustration et au niveau maquette. Mais si tu veux, toute la partie texte et correction et coordination éditoriale, c'était pour moi, quoi. Donc, Voilà. c'est vraiment ton bébé. Oui, ça oui, c'est mon bébé, effectivement. Donc le bouquin de base, les 3 suppléments, dont une campagne. Voilà. De temps en temps, je le regarde sur les étagères et je me dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça quand même. Voilà. Et moi, je l'ai fait. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas sans justement Olivier non plus, vu qu'on le retrouve sur les couves. Oui, tout à fait. Et certaines illustrations intérieures. Après, c'est le moment aussi où Olivier, sa carrière professionnelle a vraiment pris de l'ampleur. Et donc, si tu veux, au fur et à mesure que le projet Chiaroscuro, qui restait un projet un peu confidentiel, ben, avançait, lui il était de plus en plus pris par des choses autres. Euh, et donc, en fait, son implication a diminué dans le temps, ce qui est un petit peu normal. Et voilà. Oui, il avait son propre. Mais si tu veux, les autres personnes qui m'ont accompagné sur Chiaroscuro, euh, ben, mon seul regret, en fait, c'est que j'aurais aimé pouvoir, enfin, que ce jeu ait suffisamment de succès pour qu'ils soient récompensés à la hauteur de leur investissement, parce que franchement, ils ont fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de disponibilité et de beaucoup de bonne volonté, quoi. Eh ben, merci à eux. Voilà. Voilà. C'est vrai dit. Et dans les autres copains à toi bah, que j'ai déjà invités, parce que j'aime Mm. bien ce qu'on fait, voilà, hop, je finis ma boucle. Il y a Quantique. Oui, il y a Manu, Voilà. effectivement. Ben, Manu, on s'est connu par le club de jeux de rôle, justement. C'est pas drôle, qui est une association sur Nice. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Manu, donc, qui a, lui, il a tout piloté au niveau de Quantique, à part les illustrations, je crois, et encore. Il m'avait demandé si je voulais bien lui écrire un scénario un peu d'intrigue, parce que s'il trouvait que ça manquait un petit peu dans son univers, quoi. Voilà. C'est sympa, Quantique. Il y a des trucs. Bon, on retrouve clairement des inspirations qui sont faciles à reconnaître, et en même temps, je trouve que le mélange, il est plutôt bien réussi et ça a été une chouette petite. Ouais, c'était sympa de s'impliquer dans son projet, quoi. Même si c'était juste pour un scénario, comme il fallait assimiler un peu les règles et le background derrière, j'ai pu m'immerger un peu dans l'univers, quoi. Bon, je ne tenterai pas de gratter des spoils sur les futurs suppléments, puis où c'est qu'il en est de son gros métaplop. Hein, on va Alors, laisser. tu peux pas parce que j'ai rien à te dire parce que je suis pas au courant. Voilà. En fait, avec Manu, on doit parler de tout et de rien, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais donc, je sais pas du tout où il va sur la suite de son projet, mais je sais qu'il continue à travailler là-dessus. Et ben oui, voilà. Je veux dire, quand t'as fait ton bébé, on va dire, et qu'il y a des gens qui l'ont bien accueilli, ça stimule pour continuer. Euh, parce que tu te dis quelque part, bah, il y a des gens, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Tu as des gens, ils prennent ce que tu as fait et bon, des fois, ils le déconstruisent complètement pour en faire quelque chose qui leur convient davantage. Et c'est un peu la règle du jeu, on va dire, hein. Une fois que tu as terminé le bouquin, c'est plus le tien, c'est le leur aussi. Et Ah, vas-y, en tant qu'auteur, redis-le. Je trouve que on a dans le jeu de rôle encore toi, ce petit côté culte du livre, culte de l'auteur.
Oui, mais non, en fait. Enfin, je comprends qu'on l'ait, hein, parce que c'est toujours flatteur. Et puis, c'est pas comme si, comme tous les autres, moi aussi j'ai de l'ego. Et quand on me passe la brosse à reluire, ben, ça me fait du bien. On va pas s'en raconter. Mais je veux dire que moi, c'est un truc que j'ai compris assez tôt dans mon parcours en tant que créatif, de matériel holistique, on va dire, donc avant même d'être un auteur professionnel, c'est que de la même manière que toi, tu reconstruis les jeux, les univers, les scénarios, les PNJ que tu achètes dans le commerce ou que tu trouves sur Internet, bah, les autres, ils feront pareil avec ce que tu fais, quoi. C'est un peu normal. Ça fait partie de la part d'imaginaire aussi au lieu de tout créer, ben, je prends un matériau qui existe, mais ce matériau-là, je le remanie à ma sauce. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de rôlistes qui, par exemple, respectent à la virgule près les règles, le background de quelque jeu que ce soit, tu vois. À un moment ou à un autre, tu as envie de... Parce que tu penses, tu ressens que ça serait mieux si tu le faisais à ta façon. Non, mais c'est ça, tu fais à ta sauce, quoi. Enfin, C'est ça. Donc moi j'ai coutume de dire que bah oui, une fois que j'ai terminé mon travail, maintenant c'est à vous. Je veux dire, vous pouvez en faire ce que vous en voulez, y compris rien si ça vous convient pas, quoi. Voilà. ouais, du coup, enfin, ça ouvre sur un tout autre débat, toi, la Mhm. question de la canonicité d'une œuvre dans le jeu de rôle. Au final, Mhm. c'est pas exactement la même chose qu'avec un film ou avec un livre, mais bon. Ben, j'aime bien moi ce qui est la canonicité quelque part parce que j'aime bien farfouiller dans les détails et puis essayer d'exploiter les trucs qui ont été un peu trop laissés en friche parce qu'il y en a forcément. J'ai beaucoup joué à Shadowrun par exemple et puis à L5A qui sont quand même des univers avec des backgrounds assez denses. Et en plus, c'était des univers où les backgrounds avançaient dans le temps, donc ben, étaient transformés hein, par les décisions éditoriales. Le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu te dis, ouais, ok, c'est bien, mais j'aurais fait d'autres choix, ou pourquoi est-ce que les choix de l'éditeur devraient conditionner les choix de mes joueurs? Donc, si tu fais du jeu de rôle et si bah, tôt ou tard, la question de prendre les chemins de traverse, elle se pose, c'est obligé. Sinon, oui, sinon tu suis le script, on va dire. C'est une autre façon de faire du jeu de rôle, hein, qui est tout à fait légitime, et les gens ils s'éclatent comme ça, ils ont bien raison. Moi, elle me parle moins, c'est Mais tout. là, du coup, pour aller en contresens enfin alors que je suis plutôt d'accord, toi, par Mhm. exemple, des jeux comme Cops, où tu as tout un métaplot qui est pensé, là, ça devient intéressant de suivre la canonicité parce que le jeu est construit pour. Oui, mais parce qu'en fait, c'est un jeu histoire, si tu Mm. veux. C'est-à-dire, une fois que tu as terminé Cops, bah, tu dis pas aux copains, allez, on fait un autre truc, et puis, je sais pas, dans 6 mois ou l'année prochaine, on se refait du Cops. C'est Oui, un tu peu as fait l'histoire. difficile. Mhm. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Tu as Voilà. fait l'histoire, ça C'est-à-dire, fait en partie. fait, tu es dans du jeu avec des enjeux, des différences alternatives. Ça, c'est. Mais je veux dire, tu es dans un jeu histoire où on sait où on veut t'amener, on te donne des marges de manœuvre pour que tu fasses d'autres choses. Et soit tu foires suffisamment pour pas arriver au bout de l'histoire, soit tu arrives au bout et voilà quoi. Je veux dire, ça peut être intéressant d'y rejouer, comme ça peut être intéressant de rejouer à certains jeux vidéo, tu vois, par exemple. Mais c'est pas le même type de plaisir. Oui, c'est comme revoir un film, quoi. Tu connais déjà la fin. Ouais. Oui, ou je sais pas, tu prends, bah tiens, il y a quelques mois, ils ont réédité la trilogie Mass Effect, puisqu'on parle de jeux vidéo, bon, qui est un truc culte, hein, voilà. Et donc, ben, tu refais le truc et tu te dis, tiens, je vais faire des choix que j'avais pas pris la fois d'avant, ou voilà. Et tu te rends compte qu'il y a des choses où enfin, tu finis par retomber un peu sur tes habitudes à toi quand même. Ouais. Là, c'est des jeux, des trucs à embranchement simple, tu vois. Quand tu es dans de la partie de jeu de rôle autour d'une table, on va dire que toutes ces histoires d'embranchement, il y a des moments, elles passent complètement en arrière-plan parce que les joueurs cabotinent entre eux, parce que quelqu'un vient de décider de faire un truc complètement, voilà, qui n'aura pas de conséquences à moyen long terme, mais qui sur le moment, ça focalise l'attention, voire ça change radicalement la donne, ainsi de suite. Ouais, ouais. Ouais, mais il y a tout ce qui est construit. Enfin, on en revient à la discussion de tout à l'heure, quoi. Il y a tout ce qui est construit derrière, puis il y a tout le côté qu'est-ce que les joueurs font qui va tout remodifier. Je suis pas clair. Non, si, c'est clair, je trouve, parce que oui.
si tu veux, enfin moi j'ai tendance à croire, après c'est toujours pareil, c'est pas, j'ai pas fait de méta-analyse là-dessus, je suis pas allé scruter les tables, j'ai pas interrogé longuement les autres meneurs de jeu, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une expérience surtout personnelle, mais j'ai tendance à croire que 90% de mon boulot, en fait, c'est pas pendant le jeu, c'est avant et après. Pendant le jeu, tout ce que j'ai à faire de temps en temps, c'est relancer de 5 pour que la partie, elle s'enlise pas, quoi. Si je sais à peu près, si je connais mon background et si je sais me repérer dans les règles, ben dans le jeu, il faut être attentif à ce que les joueurs font. Et puis voilà. Et puis ça roule. Mm. Ouais. Ben, en général, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup, quoi. Tôt ou tard, ils vont faire par quelque chose. En tant que joueur, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, à moins d'être vraiment passif, tôt ou tard, tu prends des décisions. Donc, tu fais avancer les choses. Pas forcément dans les directions qui sont les plus productives en termes d'objectifs et de voilà, mais tu fais avancer les choses. Ouais, c'est un peu une des racines de la définition du jeu de rôle. C'était le week-end dernier, je me suis pris défi. Attention, va définir le jeu de rôle. Et à part qu'on joue justement un quelqu'un quelque chose, et puis que tu as une action qui va faire quelque chose, le tout modélisé par un peu ou énormément de règles. Enfin, toi, c'est difficile de. Voilà. Voilà. Un cadre de règles, un cadre d'incarnation, et Mm. puis le fait que tu agisses. Oui. Bah, C'est compliqué. d'ailleurs, enfin, je veux dire, on voit bien, t'as des jeux de rôle. Bon, moi, je suis plutôt adepte de ça, mais c'est par habitude essentiellement, et puis parce que j'aime bien être meneur. Donc, la configuration classique, hein, des joueurs en meneur. Mais je veux dire, maintenant, tu as quand même pas mal de jeux depuis quelques années déjà où la narration est partagée et où ben, chacun, à un moment ou à un autre, pèse plus directement sur l'histoire, quoi, ou sur les péripéties. Et du coup, c'est vraiment l'histoire qu'on fait à plusieurs, en fait. Même si, dans le cadre de la configuration classique avec un meneur, bon, tu as quand même un des participants qui arrive avec une sérieuse idée derrière la tête, on va dire. Voilà. Quant à savoir si il ou elle va arriver à mener ses plans à terme, ça, c'est une autre affaire. Ouais, non, j'essaie de ne pas me lancer dans la création, justement la création. J'aime bien tout ce qui est narration partagée et puis création Mm. communautaire. Mais ouais, c'est pas forcément le truc le plus évident à mettre en place pour nous les vieux. Parce qu'on a déjà 40 ans on a appris à jouer autrement. Enfin, toi, j'ai plus de mal avec des vieux joueurs qu'avec des nouveaux joueurs. Ouais, ben après, si tu veux, c'est vrai que de notre temps, au précédent millénaire, presque à l'époque où Elrond se trouvait, quoi. Juste après les dinosaures. C'est ça, ouais, un truc, voilà, à ce moment-là, quand tu lisais les vieilles Bibles vénérables comme le Dungeon Master Guide et tout, bon, clairement, on voulait te montrer qu'il y avait une relation asymétrique entre le meneur de jeu, le Game Master, comme on disait dans beaucoup de jeux quand c'était pas le Dungeon Master, hein, c'était le Game Master, ou le Referee, l'arbitre. Ben, il avait une position clairement dominante. Il était là pour piloter à peu près tout, quoi. Et tu as, ne serait-ce que dans le Dungeon Master Guide, tu as Grand-Père Gigax qui te donnait des conseils du genre quand des joueurs veulent pas faire ce que tu veux, balance-leur des éclairs de foudre dans la tronche ou des momies qui sortent de néant et qui les attaquent, quoi. Point. C'est Voilà. par ici, tu avances. C'est ça. Tu étais venu pour jouer et tu vas faire ce qu'on attend de toi quelque part. Bon, je caricature, mais je me rappelle bien à l'époque, en plus on était des ados, ben, des fois justement on est bien tombé dans les caricatures. Après, ça a été de bons moments aussi. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire le jeu de rôle, c'était mieux ou c'était moins bien avant. Mais on ne se posait pas les mêmes questions. On ne se posait pas les mêmes questions sur quel plaisir on voulait en retirer, quoi. Et surtout, ce qui est venu petit à petit l'esprit de la communauté rôliste, si on peut dire qu'il y a une communauté, parce que bon, c'est pas vraiment le cas, en fait, dans les faits. Mais disons, dans le milieu rôliste, voilà, ce qui est venu petit à petit, c'est l'idée que bah, si tu veux qu'on s'amuse, quelque part, faut faire attention un petit peu aux uns aux autres. Faut pas faire de l'anti-jeu. Faut pas infliger régulièrement les mêmes délires à tes copains de table sous prétexte que je joue mon personnage.
Voilà, l'excuse la plus con qu'on puisse trouver, c'est emmerder les mêmes personnes pendant 3-4 ans, disant à chaque fois ah ouais, mais je joue mon personnage. Et ton personnage, il a toujours 3 en inté et il a joué comme un débile. Ouais. Bah, c'est même pas ça, à la limite, parce que j'ai vu des joueurs sortir des personnages qui agissaient de façon stupide, mais intéressante. Si tu veux, c'est pas de l'anti-jeu. L'anti-jeu, c'est quand, sous prétexte que tu joues ton personnage, tu vas emmerder le monde, en fait. Tu vas jouer tout seul. Voilà, tu vas jouer tout seul. Ouais, si ce n'est pas, tu vas jouer contre les autres. Mais Ouais, voilà. pour en Et revenir à après, quelque je chose. n'ai rien contre le PVP, hein, comme on dit. Mais c'est une espèce de, comme ça fait partie, on va dire, du pacte entre les participants, c'est-à-dire comme quand tu choisis, ben tiens, on va jouer à Donjon, on va jouer à Cthulhu, on va jouer à un truc perso, on va jouer à un jeu que vous connaissez pas. Bon, ben on se met d'accord, on se lance. Tu dis pas aux gens, on va faire du jeu de rôle, et puis tiens, on se lance sur un truc au pifomètre et on va faire 20 séances avec ce truc-là, quoi. Que ça vous plaise ou pas, non. Tu peux faire ponctuellement en disant, bon, ok, je sais pas ce qu'on fait ce soir, essayons tel truc, ok. Mais tu lances pas des campagnes comme ça sans que les gens soient un petit minimum intéressés par la chose. Et pour qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils soient d'accord. Ben, ce qui se passe entre les joueurs, c'est un peu pareil, quoi. Si tu as envie qu'il y ait du PVP et tu dis, bon, vous êtes partant pour, ok, on est partant pour, allez, on va s'en mettre plein la tronche, on va jouer, on va utiliser des jeux comme Paranoia qui sont faits pour, par exemple, ou même on va faire du PVP dans des jeux qui sont pas faits pour, ok. Mais quand tu arrives et que tu es là juste pour, tu mets tes godaspions sur la table et t'emmerdes le monde, non, merci, quoi. Au revoir. Deux choses par rapport à ça. On peut décortiquer le fait que dans le pacte qui lie les joueurs, tu as à la fois le pacte thématique. T'as, par exemple, on va jouer à Cthulhu, donc tu sais que ça va Mm. être quelque chose d'enquête. On va jouer à DD, bon, bah, ça va être de l'exploration, bagarre, heroic fantasy. Tout comme tu as le pacte entre les joueurs, le fait, même sur un même jeu, DD, on peut jouer très concurrentiel et ça étonnera Oui, personne tout à fait. qu'un il a pillé le cadavre d'eux. Alors qu'il y a des groupes de joueurs où, quoi, tu m'as laissé couper et puis tu viens piller mon cadavre. Enfin, c'est un arrêt de partie au sens où les gens s'engueulent à table et ta partie, elle est finie. Ouais, et ça, on va dire, une fois que la partie elle est finie comme ça, tout le monde a perdu en fait. Ouais, Voilà. ouais, et puis les gens ne jouent pas ensemble, quoi. Oui, ou alors s'ils rejouent ensemble, ils sont tellement circonspects à cran que c'est pas forcément un plaisir. Voilà. Ouais, c'est vraiment deux types de packs différents. Et pour en venir à tout à l'heure sur l'EMJ, je suis Mm. d'accord que quand on était jeune, j'avais l'impression qu'on essayait de nous refourguer l'EMJ, les tout-puissants. Alors que j'ai toujours trouvé que, et puis enfin, toi, dans nos pratiques de qui c'est qui s'y colle à être MJ, Mm. généralement, toi, sur les groupes, il y en avait un qui se tapait le boulot. Oui, Parce que jouer, c'était justement généralement jouer. Et puis le MJ, on aurait pu appeler ça celui qui fait la machine qui simule toutes les règles et que ça va être un petit peu lourd pour lui. Enfin, toi, il y avait vraiment un oui. aspect négatif, surtout dans un vieux ADD où des Ah règles ben, cassées. surtout qu'en plus, je veux dire, enfin moi quand j'ai découvert voilà, le jeu de rôle, c'était en 82, donc c'était la fin de la cinquième, tu vois. Autant te dire qu'il y avait quasiment rien en français. Il venait de sortir, et je crois que c'est peut-être l'année d'après, je crois qu'il y avait l'ultime épreuve ou un truc comme ça. Enfin bon, donc tu te tapais Donjons et Dragons en américain, écrit tout petit avec ton gros dico à côté de ton vocabulaire de collégien, quoi. Rien que pour les trucs de portée, machin, les pieds, les pouces, les yards et tout. Enfin bon, c'était l'enfer. Je faisais des maths à la maison. Oui, il y a eu pire, hein. Mais voilà. Et c'est vrai que en tant que meneur de jeu, bon ben, il fallait que tout le monde, je veux dire, essaie de comprendre les règles, mais toi, tu avais intérêt à bien les comprendre parce que c'était un peu ce qu'on attendait de toi aussi. Et, euh, et puis la notion de jeu coopératif, elle n'était pas posée clairement, si tu veux, sur la table. La plupart des jeux qu'on avait connus avant, les jeux de société, ben, c'était des jeux compétitifs. Donc, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de jeux coopératifs à l'époque, hein. Donc, soit tu joues en équipe, équipe contre équipe, soit c'était joueur contre joueur, mais c'était un peu l'idée, quoi. Où ça devenait joueur contre MJ. Oui, alors après, voilà, Nous, quand on on était arrive au bien jeu de rôle, coopératifs, mais soit tu avais des dynamiques de groupe, tu as encore d'ailleurs, parce que c'est des questions de personnes, c'est pas des questions de jeu en fait. Soit tu as des dynamiques de groupe où on finit par se liguer de manière à pilonner le MJ, soit il y a des antagonismes entre joueurs.
qui finissent par dérouter la partie. Enfin, tout ça, c'est… Ah mais toi, c'était même pas au sens de on s'unit contre pour faire chier, c'était vraiment au sens du dans ma pratique de Jones, on était vite venu au communautaire, enfin collaboratif, parce qu'on survivait mieux et puis qu'on avait un MJ qui était justement très neutre, toi, cet aspect je suis qu'une machine, et c'était un peu le tous contre le défi. Toi, c'était pas contre la personne, mais c'était toi, un peu comme un jeu qui a un défi de est-ce que tu arriveras à la fin Oui, de alors jeu après, vidéo. quand c'est pas contre le MJ, mais pour réussir, entre guillemets, puisque je veux dire, dans mon expérience de rôliste débutant, on avait quand même des enjeux qui étaient assez clairs. Hein, je veux On dire, gagne. voilà. On savait, alors il y avait des surprises, il y avait des trahisons, mais grosso modo, on savait qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, et on savait quels étaient les problèmes. Voilà. Assez rapidement dans une campagne, tu savais où tu allais. Et puis, les difficultés, c'était surtout survivre à tout ce que le système de jeu avait prévu pour te plomber. Puisque c'était cette bonne vieille époque de Donjons et Dragons où tu ratais un jet de dés, quelle que soit la puissance de ton perso, selon ce que tu ratais, tu pouvais être mort quand même. Voilà. J'ai de sauvegarde contre la mort ratée. Ouais, Hop. par exemple, enfin, ça prend poison dans le Dungeon Master Guide ou des trucs comme ça, quoi. Ou les sphères d'annihilation ou les choses comme ça. C'est La parfait. tombe Non, des horreurs et compagnie, quoi. non, c'est ça, c'était tout le Bon, spell. après, on s'éclatait bien aussi, parce qu'il y avait, si tu veux, on marchait aussi à ce côté, il faut le dire, hein, on marchait aussi un peu à ce côté punitif, dans le sens où si on arrivait la sueur au front, et voilà, on était des warriors, et puis si on n'y arrivait pas, on avait quand même des trucs à raconter ensuite, quoi. Mais je trouve que ça peut être même encore un très bon truc. Mais tu vois, Ouais, justement, il faut se reposer dans le thématique du jeu et puis dans l'accord avec les joueurs, quoi. bah, si tu veux, je veux dire, il y a le mouvement de l'OSR, hein, le Old School Revival qui est bien vivace, où effectivement tu as des gens, alors c'est pas tous des gens comme toi ou moi, quoi, t'en as qui sont beaucoup plus jeunes, enfin qui sont jeunes depuis beaucoup moins longtemps que nous, on va dire, qui se sont jetés dedans parce qu'ils s'éclatent comme ça, et il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, il n'y a pas. Je pense que si tu veux, l'évolution du jeu de rôle, c'est de le rendre plus divers et multiple. Voilà. Mieux, moins bien, c'est plus subjectif, mais le jeu de rôle est plus diversifié que par le passé, y compris dans comment est-ce qu'on construit les rapports entre les participants autour de la table. Et ça, c'est à mon sens une bonne chose. Ouais, je suis assez d'accord. Le jeu de rôle ne va pas vers un idéal, il va vers une diversification des œuvres. C'est comme Ouais, si de plus en plus on en prenne tout au cas, cinéma. c'est mon opinion, donc on est d'accord sur ce point-là, c'est cool. Voilà, Mais voilà, moi, j'aime pas trop les gens qui s'érigent en gardiens du temple. Les gens qui me connaissent cette formule que je sors souvent, qui se dit, ouais, il n'y a pas de vieux sage sur la montagne. Je veux dire, d'abord, tu pars dans la brume, quoi. Et puis, quand bien même tu arrives en haut de la montagne, le temple, il est vide. Il n'y a personne qui t'attend. Je veux dire, il n'y a pas un palier où ça y est, tu es un vrai rôliste, un vrai meneur de jeu, même un vrai auteur de jeu de rôle. Il n'y a pas. On continue à avancer, on continue à apprendre, on continue à être surpris et c'est cool. ouais. Symboliquement, tu as un vrai auteur de jeu quand ton bouquin il est sorti. Non, c'est Non, mais oui, factuellement. si tu veux, à part, enfin, oui, oui et non, dans le sens où tu peux dire, oui, voilà, j'ai sorti un truc dont je suis soit un des participants, soit l'initiateur, voire le principal acteur de cette œuvre. Oui, ok, c'est très bien, mais Parce que là, ça fait style jeu pinaille, mais en fait, j'avais un truc sérieux en tête. non, il y a un avant et un après, hein. Il y a C'est un ça, avant, toi, par exemple, c'est un clair. vrai rôliste, c'est pas quelqu'un qui teste une fois, mais quelqu'un qui revient puis qui a envie de revenir, quelque part, enfin, il fait déjà partie de la communauté, hein, c'est juste que c'est Oui, ses débuts. oui, Et c'est déjà un putain de vrai rôliste, quoi. tout à fait. C'est pas comme une bagnole, c'est pas le kilométrage, quoi, qui compte. Ouais. Je veux dire, moi, je connais des gens qui jouent. Je veux dire, j'ai vu des jeunes joueurs, des jeunes joueuses arriver à des tables. C'était leur première, deuxième, troisième partie. C'était la panique complète, quoi. Il y en a une. Je sais je sais comment la secouer de temps en temps parce que je sais appuyer sur les boutons où ça la force à sortir de sa zone de confort, mais elle est partante pour, si tu veux, voilà.
Euh, et puis, ils te bluffent. Ils ont des trucs où tu te dis, mais c'est vrai, il y a cette magie-là. Voilà, que les vieux routards, les vieux briscards, des fois, ils ont perdu quelque part sur le chemin. Je veux dire, je le sors à toutes les sauces, hein, parce que j'aime bien ressasser les mêmes trucs. Il y a un vieux proverbe d'arts martiaux que j'utilise dans plein de domaines, et qui dit le débutant voit une infinité de possibilités parce qu'en fait, il ne sait pas. Donc pour lui, tout peut se tenter. À la limite, il est paralysé par sa propre peur, mais tout est possible. L'expert, c'est le gars qui sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui a le plus de chances d'obtenir un certain résultat, et voilà. Et le maître, ben, c'est un expert qui a su conserver ou retrouver son esprit de débutant. Donc, je pense que beaucoup de rôlistes aguerris qui donnent des leçons à droite et à gauche un peu à tout le monde, s'ils se regardaient vraiment dans la glace, ils verraient qu'il n'y a pas de maître. Je le vis très bien. Il y a très peu de tutos sur ma chaîne, d'abord. Non, mais les tutos, c'est intéressant. Je veux dire, mais c'est intéressant pas dans la position du. Enfin, moi, je le disais encore. Je le disais encore à propos du Festival des Jeux de Cannes, quoi. Puisque pendant le Festival des Jeux de Cannes, il y a eu, au moment de la remise des prix du Graal d'Or, il y a eu des interventions expliquant, rappelant un petit peu le peu d'importance, le peu de poids que les femmes ont dans notre milieu, par exemple. Moi, aider des jeunes auteurs, des jeunes autrices, je suis partant pour. Un bisou à Nidali l'a fait. Ouais. Autant les nommer. Bonjour Thibaut. Ah, hop, c'est fait. Parce que si tu veux, quand moi je me suis lancé, comme toi d'ailleurs, hein, il n'y avait personne pour nous dire tiens, voilà la hache, la jungle c'est par là, fais attention aux serpents et à la pluie, quoi. Non, on est parti vraiment au pifomètre. Et je pense que s'il y avait eu des gens pour nous dire alors tu vois, ce genre de truc-là, essaye, peut-être ça te plaira. Ou ça, c'est un truc que je fais, ça peut marcher avec toi et tout. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais je pense qu'on aurait eu de sacrées bonnes surprises. La dimension qui m'a le plus manqué quand on était jeune, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, le côté votre jeu, il se passe au niveau humain. Tout Oui. le bouquin, c'est qu'un support. On ne l'avait pas du tout encore à l'esprit. On était encore dans le jeu de rôle. Bah, c'est ce bouquin. On n'avait pas encore bien incarné que le jeu de rôle, c'est juste la pratique entre nous. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'aussi, comme je disais tout à l'heure, on sortait je veux dire, d'un autre univers mental. Avant le jeu de rôle, bah, tu avais les jeux de société, quoi. Ah, Et c'était Monopoly. sinon, tu jouais dans la cour de récré et tu faisais semblant, on va dire. Voilà. Ça se limitait à ça, notre perception du jeu ensemble. Donc forcément, il y a des choses à côté desquelles on passait complètement. C'est obligé. Mais si tu veux, voilà, ce que je veux dire, c'est pas avoir d'expérience, c'est bien. Transmettre cette expérience, c'est bien, mais regarder des gens plus jeunes que toi qui jouent différemment et leur dire c'est pas du jeu de rôle, ou de mon temps c'était mieux, mais ta gueule. Continuer à apprendre, c'est mieux. Mais, enfin, là, j'oserais dire c'est valable dans tous les domaines de la vie. Oui. Mais je veux dire, voilà, tu restes dans un truc qui est un loisir partagé. Et tu as encore des gens qui sont là pour faire comme si fallait graver dans du marbre des trucs où il faut surtout pas les remettre en question, quoi. Heureusement que personne les écoute. Ouais, il y a moins d'écho, quoi. Ouais. Bah, la preuve, c'est que le jeu de rôle, que ce soit le jeu de rôle indépendant et même le jeu de rôle mainstream, je veux dire, il a beaucoup, beaucoup évolué quand même. Ah oui, Et non, c'est puis, toujours du jeu de rôle, je veux dire, tu arrives, tu prends le bouquin, tu vas tomber sur, tu as un système de jeu, on va jouer à plusieurs, voilà, on va se poser des enjeux, les personnages, ils vont évoluer, ben voilà, on fait du jeu de rôle. non, mais oui, avec des systèmes tout foufou, enfin, toi. Oui, plein de choses différentes. Les ninjas, enfin, Ça oui. reste du jeu de rôle. Les gens qui te disent c'est pas du jeu de rôle, ben ok, bien, c'est bien, continue à rester sur ton île surtout. J'espère qu'arrêtez pas de vous amuser parce que c'est le but. Mais n'empêche pas les autres de s'amuser différemment, quoi. Ouais, c'est ça, faire la différence entre c'est pas mon jeu de rôle et c'est pas du jeu de rôle, déjà, quoi. Ouais, tout à fait. C'est toi, par exemple, je suis un fan de Deprofundis. Je comprends que j'ai vraiment du mal à trouver des joueurs. Généralement, je fais chier le monde avec Deprofundis, quoi. Je baratine les gens, je fais oh, le concept, il a l'air bien, dégage. Bon, là, c'est pas grave, c'est un peu trop open. Mais enfin, toi, je suis pas trop souvent tombé sur des gens qui osaient me dire en face, ouais, mais c'est pas du jeu de rôle. Qui me disent, ouais, c'est un truc perché, très limite, machin. Alors, moi non plus.
Mais par contre, des gens avec lesquels je joue, qui sont rôlistes depuis moins longtemps que moi, qui sont tombés sur des gens comme ça, j'en connais. Oui. Ouais. Ouais, je pense en plus c'est un truc où, enfin, quelque part c'est générationnel aussi, quoi. Entre vieux cons, on va pas trop pouvoir se le balancer dans la gueule. Parce que tu sais qu'en face, c'est quelqu'un qui a joué aussi pendant longtemps, qui va te dire Mm. gna gna. Il y a une facilité à prendre, enfin, c'est une phrase de Oui, vieux con, mais il y a une facilité en tant que vieux con à choper un gamin de 20 ans qui a 6 mois de jeu de rôle, puis à lui dire, bah voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. oui, tout à fait, c'est facile. Et c'est, enfin, moi, j'aime bien déconstruire ça quand, dans ma pratique, si tu veux. Mais du coup, tu vas faire la balance entre. Enfin, là, on est sur un autre problème, quoi. À quel point c'est dur pour un être humain d'avoir le cadrage bienveillant. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre, parce que toi, même quand tu vois une pratique où tu te dis, bah, par exemple, quelqu'un qui commence au jeu de rôle, puis qui commence à développer des petites attitudes d'anti-jeu, parce qu'il Mm. comprend pas qu'il fait chier le monde et que pour lui, il est juste dans l'interprétation de perso. Là, j'oserais dire que c'est du bon cadrage pour nous, vieux cons, mais Oui. pour les jeunes, pour dire, fais gaffe, ça, quelque part, tu vas casser les couilles à tout le monde. Bah, Alors c'est que. ça la seule limite, en fait. Je veux dire, le truc que tu peux pas passer, et c'est vrai que des fois, bah, je dis quand tu peux pas, on devrait pas le passer, même si des fois on fait des impasses quand même, c'est à partir du moment où ce que tu fais, ça emmerde les autres, ben, il faut que tu arrêtes. Il n'est pas question que le plaisir de l'un d'entre nous se fasse au détriment du plaisir des autres. Après, quand on joue ensemble, ça veut dire que par exemple, bon, bah, il y a des moments, les joueurs autour de la table, ils foirent complètement un truc, ok? Ou le meneur de jeu les a menés par le bout du nez et haha, ça y est, vous vous êtes fait avoir de A à Z, ok? Mais ça, si tu veux, ça fait partie des attendus, on va dire, c'est les rebondissements et les péripéties de l'histoire. Tout comme tu as effectivement, voilà, le gars qui joue le voleur kleptomane du groupe, ben forcément, on sait qu'il va mettre périodiquement tout le groupe dans la mouise. Ok. C'est un attendu, on va dire, historique. C'est voilà, c'est un truc où on sait que ça fait partie de la dynamique du groupe. C'est dans les poncifs du jeu et tu joues pas à ce jeu si Et tu veux. oui, on peut même dire que c'est impensif, oui, tout à fait. Tu joues là-dessus et tu peux même le déconstruire et le jouer à l'envers, hein. Voilà, je dis ça parce qu'il y a très très longtemps, sur du Keyveilrian Sorcery, à la suite d'une prédiction, j'ai mon voleur qui est devenu avec un alignement de 3 sur 20, donc presque, ça aurait pu être un des 12 apôtres, tu vois. C'est le concept de jouer un voleur qui pourrait donner des leçons aux apôtres du Christ, c'est pas mal. Mais voilà, si tu veux, tu peux arriver de toute façon toujours à nuancer, à déconstruire, à remanier, à proposer des alternatives. Tant qu'on peut se garder cette liberté-là, ben on ne s'enferme pas, ni collectivement ni individuellement, dans des trucs où, ben, au final, personne s'amuse. Voilà. Non, mais oui. Toi, c'était pas prévu, mais je trouve que c'est un joli mot de la fin, du coup. Bon, parfait. Non, non, mais toi, c'est le moment sagesse. Si je peux taquiner sur le côté. Donc voilà, nous avons Aldo qui a joué au vieux sage avec deux citations et qui nous fait une conclusion de Ouais, bon bon, sur la voilà. montagne. J'ai pontifié, oui, tout à fait. Donc, faites-en ce que vous en voulez, y compris rien du tout, comme pour tout le reste.